Alors j'ai commencé en disant que la guerre froide, c'est au fond l'histoire de l'Europe. Ou l'histoire de l'Europe, pendant toute une période, c'est l'histoire de la guerre froide. Le continent européen est un continent qui, comme tous les continents, a toujours connu des divisions, des guerres, mais une fois dans son histoire, avec la guerre froide, ça n'a pas été des alliances ou des conflits interchangeables, c'est-à-dire des divisions temporaires, c'est une division totale de l'Europe en deux parties, antagonistes, irréconciliables, et dont on pense d'ailleurs, pendant toute la période où elle dure, c'est-à-dire pendant plus d'un demi-siècle, qu'elle est destinée à durer éternellement. C'est un point capital. Alors, cette histoire de la guerre froide, d'abord, pour la comprendre, il faut partir de son point de départ, et je dirais, on l'a inventé, il y a une mythologie autour du début de la guerre froide qu'il faut évidemment balayer. La mythologie, c'est que trois chefs d'État, Staline, Roosevelt et Churchill, se sont assis ensemble dans une datcha impériale au bord de la mer Noire, à Yalta, en février 1945, et ils se sont organisés, ils se sont dit, voilà comment on va se partager l'Europe. Un morceau à Staline et un morceau aux autres. Et ça, c'est un premier mythe. Le second mythe, c'est que Staline était un homme qui avait monté, qui savait exactement où il allait, c'est-à-dire qu'il a suivi tout à fait imperturbablement un chemin qu'il avait entièrement préparé. Alors tout cela est mythique, car la guerre froide ne commence pas comme ça, d'une certaine façon elle commence presque plus tôt ou plus tard. Elle ne commence pas comme ça parce qu'à Yalta, ces gens ne se sont rien partagés, pour la bonne raison que le sort de l'Europe était déjà scellé. Il était scellé parce qu'en février 1945, lorsque ces trois hommes débattent aimablement, les armées soviétiques, les armées de Staline sont aux portes de Berlin, elles occupent toute une partie de l'Europe, elles vont s'emparer de Berlin, et par conséquent, là, la puissance de Staline, depuis Stalingrad, la puissance de l'armée rouge est une évidence, et on sait très bien que, de toute manière, là où il est, on ne pourra pas l'en déloger. Donc la question n'est pas de savoir ce qu'on peut offrir à Staline ou comment on se partage l'Europe, elle est tout à fait différente. À ce moment-là, elle est de savoir comment on peut apaiser Staline. Alors j'ajouterais qu'à ce moment-là, en 1945, non seulement Staline se trouve, enfin ses armées, l'Union soviétique occupe la moitié du continent européen et aux portes de Berlin, mais de surcroît, dans l'autre partie de l'Europe, la guerre a porté, je dirais, à décomposer un certain nombre d'États, notamment la France, l'Italie, la Grèce, et elle a, dans la lutte contre l'occupant, elle a permis au Parti communiste d'émerger et d'occuper une place importante. C'est-à-dire que le problème est renforcé par l'avenir des États de l'Ouest européen, là où les partis communistes sont extrêmement puissants, et où les deux non-communistes, Churchill et Roosevelt, s'interrogent pour savoir comment faire pour que Staline, dans leur imaginaire, Staline, c'est l'héritier de Lénine, c'est la révolution immédiate et mondiale, et le problème n'est pas qu'est-ce qu'on va lui donner, mais comment faire pour le convaincre qu'il ne faut pas aller plus loin, que la base, ça n'est pas son terrain. C'est donc, si vous voulez, tout à fait différent. En réalité, l'histoire commence plus tôt, puisque Staline avait commis une grande erreur de réflexion. Il avait pensé, à la fin des années 30, il savait qu'il ne pourrait pas faire la guerre contre l'Union soviétique, immédiatement, qu'il n'en avait pas les moyens. Et en concluant le pacte germano-soviétique de 1939, il a pensé pouvoir tenir Hitler à l'abri, calmement, en se reposant, autre erreur d'analyse, en se reposant sur la capacité de la France à vaincre Hitler ou à retenir Hitler, à retenir l'Allemagne pendant le temps nécessaire pour l'Union soviétique pour se préparer à la confrontation avec Hitler. Et en gros, pour Staline, il fallait tenir jusqu'en 1942. Alors il a été extrêmement surpris
Et on peut dire que c'est une des raisons pour lesquelles il détestait les Français, par l'effondrement de la France en 1940, parce qu'il a eu l'impression qu'on lui faisait un mauvais coup. Ça ruinait tous ses calculs. Et il lui fallait, et ça explique d'ailleurs le désastre des premiers mois de la guerre à l'Est, avec l'opération Barbarossa à partir de juin 1941, c'est-à-dire que les troupes allemandes qui ont trouvé l'Union soviétique en état d'impréparation totale, parce qu'elles n'avaient pas les moyens encore de les affronter, ça explique que les troupes allemandes soient arrivées aux portes de Moscou. Elles n'y sont pas rentrées, mais c'est tout ce qui s'est passé. Bon. Alors, ce que je voudrais vous dire, et je le dis d'emblée, dans l'analyse des deux chefs d'État que rencontre Staline, il y a la certitude que Staline sait exactement ce qu'il va faire et ce qu'il veut. Je crois que ce n'est pas exact. Staline était un homme extraordinairement prudent, qui au fond est pragmatique, et qui dans toute cette histoire a progressé en voyant ce qui était possible. Alors, à partir du moment, je dirais, où les États-Unis entrent en guerre, où il se trouve véritablement, le système commence à s'instaurer, bon, il s'est redressé à partir de la bataille de Stalingrad, à partir de la reprise de Stalingrad. À partir de ce moment-là, il a démontré, au fond, que le désastre de 1941 était réparé, mais son obsession, c'était que les Alliés le soulagent en ouvrant un second front à l'ouest, pour que l'Union soviétique ne supporte pas tout le poids d'Hitler. Là aussi, il s'était trompé, parce que les Alliés n'avaient aucune envie d'ouvrir un front à l'ouest, mais absolument pas, et il a dû attendre très tardivement, le 6 juin 1941, pour que le front occidental soit ouvert. Là, d'abord les opérations d'Italie, puis le 6 juin 1941, mais ça a été très tardif. Donc il y a, et c'est ça que je voudrais vous faire comprendre, un contentieux déjà entre Staline et ses deux partenaires, parce que le front, il leur reproche d'avoir laissé l'Union soviétique seule aux prises avec Hitler. Pour lui, les résistances intérieures et tout ça, c'est de la blague. Enfin, il n'y croit pas beaucoup, il croit vraiment aux armées alliées et pas à autre chose. Alors, le premier moment, je dirais, de confrontation, ce n'est pas Yalta, c'est la conférence de Téhéran en 1943, où ces trois compères se retrouvent, et où précisément cet arrière-plan va être mis sur la table, c'est-à-dire que Churchill, surtout parce que c'était lui qui était le penseur de l'affaire, Churchill essaie de comprendre les intentions de Staline, de le convaincre qu'il ne faut pas essayer d'aller trop loin, surtout qu'est-ce qu'il veut faire avec les partis communistes. N'oubliez pas, les Alliés ne sont pas en Europe à ce moment-là. Et Staline, qui est extrêmement prudent, ne dévoile rien de ses intentions. Il a été, c'était pas du tout le partage, etc. Ils ont fini la guerre et puis après, on verra. Et à ce moment-là, ça sera plus clair. Alors, quand il se retrouve à Yalta 2 ans plus tard, la situation est tout à fait différente, une fois encore, parce qu'il occupe la moitié de l'Europe. Mais le problème est d'ailleurs de savoir comment l'empêcher d'aller plus loin. Alors, là, nous devons au général de Gaulle, en France notamment, une fière chandelle, parce que la France était tout de même, au moment de la libération, dans un état, je dirais, d'irrégularité et dans une situation éventuellement révolutionnaire. La force du Parti communiste, de ses organisations paramilitaires, des FTP, était considérable, et si Staline avait eu envie de donner un petit coup par là, de soutenir les communistes, il en aurait eu les moyens. Le général de Gaulle, en décembre 1944, c'est-à-dire un mois et demi avant Yalta, a arraché à Staline, en discutant sur des tas d'autres choses, il lui a arraché, au fond, l'engagement de ne pas aller plus loin. Et la promesse que Staline calmerait les communistes. Il les prierait de rester tranquilles. Il a renvoyé Thorez, qui se soignait en Union soviétique, chez lui, mais la consigne, c'était de ne rien faire. Bon, c'est à ce moment-là que le choix s'est un petit peu fait. Et on peut dire qu'on doit aussi au général de Gaulle, qui était extrêmement démuni, de faire comprendre à Staline qu'après tout, c'était peut-être pas très intéressant d'aller faire la révolution ailleurs. Mais une fois encore, c'est le pragmatisme, Staline. Donc, si vous voulez, la situation après Yalta, elle est simple. De toute façon, il n'y a pas eu de marchandage, parce qu'il n'y avait pas de marchandage.
il occupait une partie de l'Europe, et point. Mais à partir de là, on peut s'interroger, qu'est-ce qu'il avait l'intention de faire? Et il est clair, quand on regarde un petit peu le cours des événements, qu'il n'a pas immédiatement, bon, là où il était, il s'est trouvé en face de deux types de pays, des pays qui avaient été du côté de l'Allemagne et qui se trouvaient vaincus, comme la Bulgarie, comme la Hongrie, avec des pays qui étaient des victimes, je dirais, d'Hitler, la Tchécoslovaquie, la Pologne, deux types de situations. Bon, dans les États vaincus, il les a traités exactement comme des vaincus. Les autres, on n'a pas le temps d'élaborer. C'est bien dommage parce que ça explique le monde contemporain, ce qui se passe. Mais enfin, peu importe. La Tchécoslovaquie, c'est dès 1943, le président Beneš, dès 1943, comprend, alors que, je dirais, il n'y a aucune nécessité de traiter avec Staline en 1943, il entrevoit l'avenir et il traite avec Staline dès 1943. Il signe au fond un pacte d'amitié, un traité d'amitié tchéco-soviétique pour l'avenir, pour se prémunir. On va voir que ça n'a pas prémuni grand-chose, mais néanmoins, ça montre très bien qu'il y a une voie déjà qui est celle de l'Alliance avant même le soi-disant partage de l'Europe. Après, je dirais, Yalta, donc au fond, Staline, là où se trouvent les armées soviétiques, il commence à instaurer un ordre assez favorable à l'Union soviétique, mais d'une façon prudente, surtout que dans cette même année, nous allons avoir la bombe atomique, et ça c'est une autre date fondamentale, encore bien plus fondamentale que la conférence de Yalta, c'est-à-dire que l'Union soviétique, la confrontation nucléaire commence très tôt, elle commence à ce moment-là, et l'Union soviétique ne dispose pas de la bombe atomique. Staline comprend très bien, car il était fort intelligent, que les Américains ont lâché cette bombe pour lui montrer ce dont il disposait. Ce n'était pas utile pour terminer la guerre, le Japon était à genoux. Et la leçon qu'il en tire, et c'est une date tournante, hein, c'est une date clé dans cette histoire de la guerre froide. À ce moment-là, il comprend qu'il y a un déséquilibre, qu'il lui faut rétablir. D'abord qu'il est en danger, parce que même s'il occupe une partie de l'Europe, il n'a pas l'arme atomique à cette époque-là. Il n'est pas en état de s'en servir. Et la conséquence de cela, c'est qu'il devient plus agressif et qu'il commence à ce moment-là à se dire qu'il faut faire quelque chose avec cet espace où se trouvent ses armées. On n'en est pas encore à une idée de transformation totale, mais il a le sentiment que c'est le glacis de sécurité de l'Union soviétique, précisément dans cette situation inégale des forces, en présence, et déjà, je vais suivre ce profil l'idée que l'alliance de la guerre, elle touche à sa fin. D'ailleurs, Staline n'a jamais laissé ignorer à quel point il avait compris la menace. Cette alliance touche à sa fin, et on le voit d'ailleurs dès l'année 1946, où les événements vont se précipiter. Staline lui-même fait un discours qui définit le monde capitaliste comme un monde hostile au monde communiste, et George Kennan fait un discours extrêmement important, une intervention, pour dire, au fond, il y a un danger. Nous avons cet univers communiste qui nous menace, et il faut le contenir. Le containment est à cette époque-là. Donc l'idée, si vous voulez, de la division, elle s'instaure là, mais sans que l'organisation d'un espace communiste et la stabilisation d'une Europe en deux soit encore clairement définie. Elle est définie par la présence des troupes soviétiques. C'est un glacis, mais c'est un glacis que dès ce moment-là, Staline va vouloir organiser. La date suivante, qui est très importante, parce qu'il y a des moments comme ça clés. Le moment suivant très important, c'est que précisément, devant ce glacis que Staline, là où il peut, il avance ses pions. En Pologne, dans les États vaincus, il y a un pays où il ne le fait pas, et c'est encore plus intéressant, c'est la Tchécoslovaquie. Je vous ai dit tout à l'heure que Beneš avait signé un traité avec Staline dès 1943. La Tchécoslovaquie était mûre pour qu'on y instaure un système de démocratie populaire. Et
Rybka, qui était un ministre de la Tchécoslovaquie indépendante, a dit un jour, il a dit, la vraie manipulation, ce n'est pas d'avoir manipulé la révolution en Tchécoslovaquie, c'est de l'avoir empêchée jusqu'en 1948. Et c'est la vérité. L'Union soviétique freine la Tchécoslovaquie, qu'elle garde comme une espèce de modèle, alors que c'est en poussant d'autres pays plus loin, la Pologne, etc. Bon, au fond, Staline, pragmatique, organise le glacis avec des États qui sont sûrs pour lui, c'est-à-dire d'un modèle contrôlable, avec ce qu'on a appelé la stratégie du salami. Vous le savez, ça consiste véritablement par tranche à instaurer des copies du système soviétique, le contrôle, l'armée qui contrôle, l'organisation d'une police toute puissante, le parti communiste contrôlant toutes les institutions. Bon, tout ça se fait comme ça d'une façon, mais empirique, je tiens à le dire. Enfin, ça n'est pas une planification parfaite de Staline, il avance ses pions là où il peut. Mais en 1945, il y a un changement brutal de 1945, c'est le plan Marshall, qui a une importance considérable et qui est une étape dans l'histoire de la guerre froide. Le plan Marshall, c'est le monde occidental a pris conscience de l'état de l'Europe, je dirais de la faiblesse de l'Europe libérée et de l'éloignement de cette Europe contrôlée par Staline. D'abord, le plan Marshall s'était destiné à construire les États de l'Europe occidentale qui avaient été détruits par la guerre, mais l'idée vient aussitôt de le proposer aux pays de l'Est européen pour essayer de les écarter quelque peu de la tutelle stalinienne. Et là, il y a eu, et c'est là qu'on voit encore le pragmatisme de Staline, il y a eu un temps d'hésitation. L'Union soviétique commence par trouver très bien le plan Marshall et même par dire qu'elle serait prête à en bénéficier elle-même. Et puis les Polonais, les Tchèques, les Hongrois demandent à y participer, sont prêts à bénéficier du plan Marshall, et là le coup d'arrêt tombe, et à partir de ce moment-là, pour Staline, il est clair que le glacis ne suffit pas, ce glacis encore indéterminé, qu'il faut une véritable organisation d'un camp retranché face à ce monde occidental où les États-Unis jouent un rôle croissant, et le plan Marshall l'a démontré. Donc vous voyez les étapes. Et à partir de 1947 jusqu'en 1953, l'organisation du camp communiste se fait, c'est-à-dire la communisation des États s'opère. 1948, le dernier État qui n'a pas été communisé, c'est la Tchécoslovaquie, ça va être fait. Staline crée en 1947 le Cominform. Vous savez que le Comintern avait été dissous en 1943 en pleine guerre, justement pour faire plaisir aux Alliés, pour montrer que l'Union soviétique n'était plus un pays inquiétant, mais il n'y avait aucune espèce de structure commune idéologique, d'où le Cominform est théoriquement une organisation d'information collective, mais c'est un petit peu un organe de contrôle commun, et il va durer quelques années, on va y revenir. Et donc, si vous voulez, il y a d'un côté le plan Marshall, de l'autre côté, cette communisation qui s'opère, cette uniformisation des États du monde communiste. Alors, je voudrais vous signaler d'ailleurs que Lénine avait écrit dans des temps pré-révolutionnaires, c'est-à-dire bien avant la prise de pouvoir, qu'au fond, là où Staline le citait, il avait pensé que la guerre pouvait jouer un rôle déterminant. Et Staline avait tiré la conclusion que là où les armées se trouvent, eh ben, on peut transformer le système politique, et le système politique et social. Donc, si vous voulez, il y a un héritage comme ça, une filiation avec la pensée de Lénine qui est très claire. Alors, le camp socialiste va être organisé d'une façon tout à fait, alors là, systématique par Staline, de son vivant, entre 1947 et 1953, d'une certaine façon, en réponse au camp occidental organisé par les États-Unis. Alors d'abord, je vous rappelle qu'à ce moment-là, peu après la Hiroshima, l'Union soviétique a fini par avoir la maîtrise de la bombe, un équilibre s'établissant, Staline peut se permettre d'être nettement plus agressif et plus ferme dans ce qu'il fait. Et la construction du camp socialiste, c'est véritablement la démonstration. Ce n'est pas un hasard, ça n'est plus seulement la sécurité soviétique, elle est assurée, l'Union soviétique, elle est l'égale des autres parce que par le nucléaire, mais elle a besoin
non seulement alors de ce qui a été un glacis de sécurité devient un espace soviétique ou un espace d'expansion du système soviétique. Et bon, la communisation des États de l'Europe de l'Est, je dirais, est affirmée d'abord par la signature de traités d'alliance avec l'Union soviétique. C'est un réseau d'alliances qui donne à l'Union soviétique, je dirais, la maîtrise de tout juridique international de tout le système. Elle est renforcée. Bon, les structures de pouvoir vont de plus en plus être copiées de celles de l'Union soviétique. Il y a une uniformisation du système économique et social. Et il y a même les purges. Les purges staliniennes de 1900, des années 30, sont reproduites dans les pays d'Europe de l'Est à la fin des années 40, et à la fin des années, jusqu'à la mort de Staline, on développe ces purges dans tous les pays, exactement sur le modèle soviétique, parce que c'est un moyen, je dirais, de mainmise sur la société. Donc il y a un vrai camp en ce moment-là, un système véritable, avec ce qui est copié du système européen. L'Europe qui se développe, elle va se développer avec la quête de l'Union européenne, le développement d'un système européen auquel correspond le développement de ce système soviétique, et le système économique, on va avoir des structures à la fois militaires et économiques qui vont y ressembler. Ce qui a apporté un changement dans ce processus, c'est à la fois la vie internationale et la mort de Staline. D'abord, la mort de Staline, 1953, ça oblige les successeurs à s'interroger sur ces pays. Staline meurt en mars 1953. L'été 1953, il y a un événement formidable dans ce camp socialiste, c'est les émeutes à Berlin. C'est le soulèvement de Berlin. Et ça, c'est extrêmement important, que l'Union soviétique a réprimé avec une vigueur extrême. La question s'est posée à ce moment-là, parce qu'il y a un désarroi à l'intérieur de l'Union soviétique. Bon. La situation internationale va contribuer aussi à faire réfléchir l'Union soviétique. 1955, la conférence de Bandung, c'est-à-dire l'idée du non-alignement qui surgit, l'idée qui séduit immédiatement quelqu'un qui s'appelle Tito, qui appartient au camp socialiste. Et puis la conférence de Bandung montre quel est le principe de Bandung, c'est qu'entre les deux systèmes, il n'y a pas deux systèmes irréconciliables, comme le disaient et les Américains et Staline, mais qu'au fond, il y a quelque chose possible au milieu. Bon, l'Union soviétique doit compter avec ça. Alors, la déstalinisation a eu pour des effets, bon, les successeurs de Staline ont compris qu'il fallait s'adapter. D'abord, ce n'était pas des idiots, et la déstalinisation passe d'abord par des mesures de libéralisation, avant même le 20e congrès, tout simplement parce que la pression est telle que les successeurs potentiels de Staline craignent que la machine saute. Les mesures de libéralisation qui ont eu lieu, les premières d'ailleurs, c'est ça qui a entraîné les histoires de Berlin, les émeutes de Berlin, mais ça entraîne une espèce d'ébullition dans les pays les plus avancés, je dirais, de l'Est européen, et la situation de l'Est européen est aussi un élément de réflexion des successeurs de Staline. C'est pour ça qu'ils ils font deux choses. D'abord, le 20e congrès, la reconnaissance de la rupture avec le système Staline par la dénonciation des crimes de Staline, bon, qui est un peu discrète et pas tout à fait, elle ne va pas jusqu'au bout, mais enfin, malgré tout, c'est une rupture affirmée. Et la seconde chose, qui est non moins importante, c'est l'élaboration d'une nouvelle vision internationale où l'Union soviétique, tenant compte de Bandung, tenant compte, je dirais, des leçons des dernières années, d'une certaine ébullition, avance l'idée d'une possible coexistence entre les deux blocs. On n'est plus face à face, une fois encore, la course nucléaire aussi incite l'Union soviétique à la réflexion. La théorie de la coexistence pacifique permet de montrer qu'il y a des ponts qui peuvent être jetés entre les deux, et évidemment, ça suppose un certain assouplissement dans le système. Et on a bien vu que l'Union soviétique y était prête, elle a envoyé des signaux. Premier signal, Staline meurt, une fois encore, je vous le rappelle, mars 1953. 1954, il s'est produit quelque chose d'inimaginable. Les troupes soviétiques évacuent l'Autriche. L'Autriche n'avait pas été soviétisée, mais elle était occupée.
Et les Autrichiens étaient convaincus que, là aussi, ils étaient à la proie de l'Union soviétique pour l'éternité. Et miracle, tout d'un coup, les successeurs de Staline s'en vont, sans qu'on leur ait rien demandé. Personne n'a jamais compris pourquoi ils ont fait ça. C'était bien pour démontrer, je dirais, qu'il y avait un changement du système. Second miracle, Staline, comme vous le savez, était à couteau tiré avec Tito. Il avait eu cette phrase magnifique, je lève le petit doigt et il n'y a plus de Tito. Bon, la querelle était idéologique, nationale profondément. C'était un des éléments. Tito ne voulait pas être enfermé dans un camp. Et 1955, le successeur qui allait emporter dans la course à la succession, juste avant le 20e congrès, Nikita Khrouchtchev, s'en va à Belgrade et reconnaît devant Tito que Staline a eu tort et que les pays socialistes ont une marge de manœuvre. C'est-à-dire que ce n'est pas l'Union soviétique qui dicte les choses. Donc la théorie du camp, véritablement, totalement, je dirais, inséparable, elle est affaiblie par cela. C'est une transformation. Il y a une place qui est laissée à une certaine souveraineté des pays, théoriquement, et qui modifie tout de même dans les relations internationales. On peut dire que le dialogue avec l'Ouest en est transformé. Il est très difficile pour les États-Unis de proclamer que l'Union soviétique réduit en esclavage les pays de l'Est dès lors qu'il y a eu ce geste. Alors, le 20e congrès a accéléré ça. Bon, je ne sais pas si vous connaissez les conséquences. Les conséquences, ça a été que les pays de l'Est qui ont tout de suite retenu la leçon, qui se sont dit c'est la possibilité de sortir du système, ce que Tito a eu, nous devons l'obtenir. La Pologne se soulève, la Hongrie se soulève. Pourquoi les Hongrois ont été écrasés militairement et pas les Polonais? La réponse est simple. La Pologne qui connaît la Russie depuis toujours et l'Union soviétique aussi, les Polonais ont été très prudents, ils ont su manœuvrer en n'allant pas trop loin. Et un homme nommé Gomulka, qu'on a sorti fort opportunément de prison, a été l'interlocuteur parfait des Soviétiques. Les Hongrois qui n'avaient pas cette expérience historique, puisqu'ils sortaient de l'Empire austro-hongrois, leur vie avait été protégée par l'Empire austro-hongrois, sont allés jusqu'au bout en essayant de sortir du système, et ils ont été écrasés. Mais on entre dans un nouveau système qui va durer jusqu'en 1975, c'est-à-dire on entre dans un système où, dans le cadre de la coexistence pacifique, on n'a plus tout à fait de camp ennemi. L'Union soviétique essaye d'organiser de plus en plus, ce n'est plus ni un camp, c'est une communauté des États socialistes. La définition est tout à fait différente, une communauté fraternelle qui s'élabore avec, je dirais, des institutions qui reproduisent celles qu'on a à l'Ouest, le pacte de Varsovie, réponse à l'OTAN, le Comecon, réponse au marché commun, c'est-à-dire qu'on a une sorte de coexistence dans des systèmes où, à l'intérieur, chaque pays sait qu'on ne peut pas aller trop loin. La démonstration sera faite par la Tchécoslovaquie en 1968, c'est-à-dire que quand on est raisonnable, qu'on joue son rôle comme on veut, le cas de la Roumanie, il n'y a pas de troupes soviétiques pour vous écraser quand on ne l'est pas, comme les Tchèques, ça conduit à l'écrasement de 68. Bon. Néanmoins, je dirais que le système, incontestablement, commence à évoluer, et quelqu'un qui a contribué à son évolution, c'est le général de Gaulle, je tiens à le dire tout de suite. Car le général de Gaulle, dont on dit souvent qu'après tout, il a beaucoup concédé aux soviétiques, le général de Gaulle avait une idée très simple, il était aussi pragmatique que l'avait été le camarade Staline dans le passé, il savait toujours comment on pouvait parler avec eux. Et il entrevoit dès ce moment-là qu'il faut profiter des théories soviétiques sans camper sur des positions dures, la France n'a pas le moyen d'ailleurs, mais que par le dialogue, en inventant des méthodes de dialogue, notamment en poussant l'Allemagne, les deux Allemagnes à dialoguer, eh bien, on peut modifier tout doucement, faire bouger, non pas le système, mais la logique du système. Et c'est ce qui s'est passé. Il a ouvert la porte, d'ailleurs, après lui, il est le premier à avoir reconnu la Chine, il a poussé les États-Unis à reconnaître la Chine, il a poussé l'Allemagne de l'Ouest à dialoguer avec l'autre Allemagne, c'est-à-dire qu'il a mis les jalons
de la transformation du système. L'objectif, ce sur quoi, je dirais, tout ça débouche, c'est la conférence d'Helsinki. Et c'est, je dirais, l'aboutissement de la construction de la guerre froide. Helsinki, c'est d'une part une grande satisfaction pour l'Union soviétique, puisqu'il n'y a pas eu de traité à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu de traité de paix, et ce qu'on peut appeler les conquêtes, ou l'espace soviétique n'a jamais été consacré par aucun document, sinon par la pratique. La conférence d'Helsinki, en reconnaissant la nécessité de préserver, alors là, il y a une question sémantique très importante. Qu'est-ce qu'on va préserver? L'inviolabilité des frontières ou l'intangibilité des frontières? Théorie occidentale. Le texte, c'est l'inviolabilité des frontières. On ne peut pas recommencer à promener ses chars où on veut. Pour l'Union soviétique, il s'agit de l'intangibilité des frontières. Donc la sémantique est très importante dans ces cas-là. Intangibilité signifie bien que les frontières nées de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire cet espace, où d'ailleurs l'Union soviétique, il faut tout de même rappeler parce que ça a un écho contemporain, avait en 1943, en traitant avec Beneš, et il l'a fait confirmer après, pris à la Tchécoslovaquie l'Ukraine subcarpatique. On entre dans les conflits contemporains, hein. La Grande Ukraine, ça se retrouve là. Staline, donc, à ce moment-là, avait déjà jeté les bases des frontières futures. Et la conférence d'Helsinki consacre ces frontières. Ça, on peut dire, c'est le camp soviétique qui gagne. L'autre aspect d'Helsinki, c'est la troisième corbeille, la liberté de circulation, la liberté de penser, les relations. Et là, je vais finir. Je m'arrête tout de suite. Et la conséquence, la troisième corbeille, elle est déstabilisatrice. L'une déstabilisatrice, les frontières, et Helsinki, c'est, je dirais, vraiment le ver dans le fruit de cette guerre froide. La possibilité juridique, cette fois-ci, et plus seulement pragmatique, comme le général de Gaulle avait lancé le mouvement, de communiquer et de faire respecter, d'exiger le respect d'un certain nombre de principes des deux côtés, a entraîné évidemment une ébullition formidable dans le camp socialiste qui va se développer à partir de ce moment-là. On peut dire que la guerre froide elle est presque terminée en Europe à ce moment-là. Le rapprochement est engagé. Tout conduit vers ce qui va se développer, l'agitation qui se développe en Pologne, qui se développe dans les États baltes, qui se développe partout à l'extérieur de l'URSS, évidemment dans cette seconde Europe qu'elle avait façonnée en 1900 à partir depuis 1945, et à l'intérieur même de l'Union soviétique. L'agitation polonaise déborde sur les États baltes. Enfin, il y a véritablement le système est rongé, et on peut dire que cette érosion du système de la guerre froide, d'abord, ça contraint aussi les États occidentaux à répondre aux ouvertures soviétiques, mais je pense profondément que c'est de l'intérieur des pays que vient des possibilités qui sont offertes aux sociétés de pouvoir prendre ces espaces de liberté très étroits qui s'ouvrent à eux, mais qui tout de même s'ouvrent, qui va conduire à la fin du système. Si Gorbatchev, à partir de 1985, décide de regarder la situation, décide d'accorder à la fois des libertés à l'intérieur du pays, mais aussi de modifier le système à l'extérieur, déjà, si vous voulez, à partir de le Cominform avait été dissous en 1956, déjà au moment avec la coexistence pacifique, un des éléments de cette communauté disparaît. On peut dire que très tôt, avec Helsinki, il y a une atténuation de principes. Helsinki, c'est déjà la possibilité de mettre la théorie de la souveraineté limitée en action, à moins de se trouver en infraction. Les frontières sont inviolables. Même si elles ne sont pas intangibles, elles sont inviolables. Il n'y a pas de doute là-dessus. Gorbatchev a tiré les conséquences de ça. Mais il a trouvé une situation qui, depuis 1975, évoluait complètement. La guerre froide n'était plus exactement ce qu'elle avait été. On peut dire que le système a commencé à se défaire, et il s'est défait très largement, sous l'inspiration précisément des sociétés. Voilà, l'Europe s'est recomposée,
c'est pas si simple la recomposition de l'Europe. Hein. Ça, c'est un autre sujet qui vous sera traité autrement. Mais je pense que nous pouvons regarder cette guerre froide en nous disant que débarrasser des mythes, c'est tout simplement le fruit de la Seconde Guerre mondiale et de la façon dont elle s'est déroulée. Je vous remercie de votre attention. Madame la secrétaire perpétuelle de l'Académie française, merci beaucoup pour cet exposé. Une table ronde, c'est un échange. Donc il va forcément y avoir des questions. Et avant de passer la parole à Christophe Rosé et à Daniel Groscola, on va poser quelques questions, demander quelques questions au public sur cet exposé. Alors il y a dans la salle un peu moins de 200 lycéens du Grand Est qui ont préparé des questions et je vais céder la parole tout de suite au lycée de la Malgrange qui va vous poser la première. Didier va passer le micro. Vous pouvez rester à votre place. Alors présentez-vous. Bonjour Madame Carrère d'Encause, nous sommes Chérine et Manon, élèves de première à la Malgrange. Alors bonjour, étant donné que vous êtes d'origine russe, nous aimerions savoir ce que vous pensez de la relation entre la Russie et l'Union européenne après la guerre froide jusqu'à aujourd'hui. Étant donné que vous êtes d'origine russe, nous voudrions savoir ce que vous pensez de la relation entre la Russie et l'Union européenne depuis la guerre froide jusqu'aujourd'hui. Vous savez que vous allez m'obliger à rester ici pour une seconde séance. Hein. Bon. Alors, je pense, si vous voulez, que brutalement, c'est une relation qui a été manquée. Ou plutôt, il y a une chance qui a été manquée. Elle a été manquée, et je vous parle non seulement en tant qu'universitaire, mais j'ai été parlementaire européen. Et je suis allée au Parlement européen parce que c'était le temps de l'élargissement. Parce qu'on m'a dit, il faut y aller, parce que c'est votre métier, vous allez expliquer un peu, vous pouvez essayer de contribuer un peu à cette affaire. Donc, je pense qu'on a manqué l'élargissement et que du coup, on a manqué les relations avec la Russie. Alors, ce qui a été manqué, la Russie elle a traversé une période très difficile. D'abord, premier point, la Russie a connu 75 ans de communisme, d'un système totalitaire. C'est une expérience unique au monde. Les pays de l'Europe de l'Est, ils ont vécu 50 ans de ce système, et 50 ans d'un système qui n'était pas leur système, mais qui leur avait été imposé par l'armée rouge. C'est plus facile, je dirais, de s'opposer à cela que quand c'est un système que le vôtre, et que ça dure 75 ans. 75 ans, ça veut dire 3 générations. Ça veut dire que les gens qui sont au pouvoir à la fin du communisme, et aujourd'hui encore, ils ont vécu, ils ont été élevés dans le système par des parents qui avaient été élevés dans le système, qui n'avaient même plus de grands-parents, qui connaissaient autre chose. C'est très important à comprendre. Bon, à la fin de la deuxième chose, c'est que la Russie a vécu une période de chaos, de transition extraordinairement difficile pendant 10 ans. Je vais vous dire ce que disait Boris Eltsine pour expliquer ses choix. Il disait, moi, vous savez, j'ai été élevé dans le système communiste. Je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est que la démocratie, je ne sais pas ce que c'est que l'économie de marché. Il dit, je me suis trouvé obligé de faire les deux. Alors, j'ai cherché des conseillers, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Il a trouvé notamment des charmants jeunes gens à droite et à gauche. Je dirais tout de suite que nous avons eu en France le mérite d'envoyer des juristes qui ont essayé d'expliquer ce que c'était que l'État, ce qu'était le droit. Bon, et c'est tout de même la partie qui a bien fonctionné. L'économie de marché, ce sont des charmants jeunes gens de l'école économique de Chicago, très gentils, qui ont été émerveillés à l'idée, et je peux vous dire, les ayant vus sur le terrain, qu'ils allaient pouvoir faire in vivo une expérience de sortie d'un système totalitaire et de passage à l'économie de marché. Ils l'ont fait sur le dos, je dirais, du malheureux citoyen ex-soviétique, c'est-à-dire qui s'est trouvé dans une pénurie totale. Rien n'a marché, ça a été le chaos total. Bon, malgré ça, nous avons regardé déjà, l'Europe a regardé avec un certain étonnement ce chaos, en ne comprenant pas que si on ne sait pas ce qu'est l'arrière-plan historique, ben on ne comprend pas pourquoi c'est comme ça. Si on oublie qu'il y a des 75 ans, que précisément les dirigeants russes n'y connaissent rien
et qu'ils écoutent n'importe qui, c'est déjà au port des jugements un peu précipité. De surcroît, si vous voulez, ce que nous n'avons pas très bien compris, c'est que les Russes étaient européens fondamentalement. Ils avaient été arrachés à l'Europe en 1917 par la Révolution, mais toute l'histoire russe a été, bon, il y a eu la période des invasions mongoles, a été une marche vers l'Europe. Et en 1991, pour eux, c'est l'Europe, la possibilité de revenir enfin vers l'Europe. Et tout à fait candidement, Boris Eltsine, à partir de 2000, son successeur Vladimir Poutine, ont dit nous on est des Européens, on veut vous rejoindre, on va aller vous retrouver. Ce qui était... Bon, il est clair qu'ils ne pouvaient pas rentrer comme ça, et il n'est pas question de les mettre dans l'Union européenne. La Russie, même amputée de presque la moitié de sa population et de 20% de son territoire, reste le plus grand pays au monde. Elle a encore 150 millions d'habitants, 145. Elle n'a pas sa place. Enfin, elle ne peut être qu'un partenaire. Mais, je veux dire qu'il y a eu une volonté européenne qui a été freinée d'abord par l'image du chaos, parce qu'on ne comprenait pas très bien, par autre chose aussi, alors là, par le caractère un petit peu trop rapide des élargissements, où on n'a pas pris de précautions. Dans les élargissements, rentre dans l'Union européenne, et alors avec l'Union européenne, il y a l'OTAN, autre question. Je vous rappelle que le pacte de Varsovie a été dissous par Gorbatchev. Il n'y a plus de pacte de Varsovie, subsiste l'OTAN. Bon, la Russie a toujours dit, mais pourquoi faire l'OTAN? Ça a été fait contre l'Union soviétique, il n'y a plus d'Union soviétique, plus de système communiste européen. Il y a déjà une ambiguïté. Et cet OTAN a été compris par les pays qui rentraient dans l'Union européenne, par les bénéficiaires de l'élargissement, comme le parapluie. Alors, je crois qu'il faut, pardonnez-moi, j'ai l'air de faire de la psychologie comme ça à tout instant, il faut comprendre les peuples. Que les Polonais, les Hongrois, les Tchèques, les Baltes, et le besoin de se sentir protégés, c'est normal, les Polonais ont une histoire tragique, mais pour dire la vérité, les Polonais, ils ont été coupés en petits morceaux 3 fois, pas seulement par les Russes, mais aussi par les Allemands. Enfin, je veux dire que les Russes ne sont pas seuls à leur avoir fait des mauvais coups. Et le pacte germano-soviétique, Staline ne l'a pas signé avec lui tout seul. Enfin, c'est pas... Mais il y a une espèce de méfiance, de sentiment anti-russe dans ces pays qui est légitime. Ils ont eu une histoire tragique de relation avec la Russie. Mais en même temps, l'Union européenne n'a pas su prévenir cela. C'est-à-dire qu'elle s'est élargie. Elle a acquis un bloc fondamentalement anti-russe. Et notamment avec une très grande puissance. Je veux dire que les pays baltes sont farouchement anti-russes, mais ils ne pèsent pas si lourd. La Pologne, c'est presque la France. Bon, c'est tout à fait autre chose. Et pour la Pologne, je veux dire que l'opposition avec la Russie est définitive. Alors, le résultat de tout ça, c'est un conflit à l'intérieur de l'Union européenne qui a empoisonné les relations de l'Union européenne avec la Russie. La Russie elle-même, si vous voulez, elle a tâtonné. Le chemin de la démocratie n'est pas simple à construire. C'est extrêmement difficile. Il faut du temps, nous. Après tout, combien de temps les pays européens ont mis à le construire? Combien de temps la France a mis à arriver à la République? Enfin, nous avons une histoire heurtée aussi. Les relations se sont empoisonnées. Elles se sont empoisonnées de plus en plus. Ce qui était, je dirais, quand il y avait Gorbatchev et Mitterrand, des gens attachés à tout ce processus, qui avaient suivi ce processus, ils ont voulu aller plus loin. Et l'idée de Mitterrand et du président Kohl, notre maison commune européenne, c'est une idée fantastique. En fait, c'était précisément le dépassement de la guerre froide. C'était la sortie de la guerre froide. Et là, la maison commune européenne, elle s'est divisée. Et je vous dirai tout de suite que nous avons aujourd'hui, soyons tout à fait honnêtes, nous n'avons pas une Europe, nous avons 2 Europes. Nous avons l'Europe où nous sommes, avec le couple franco-allemand, et puis nous avons la Nouvelle Europe, avec aussi l'Allemagne, qui est le patron de la Nouvelle Europe. C'est-à-dire qu'on a un acteur qui est à la tête. Je ne dis pas qu'il y a un impérialisme maintenant, c'est pas du tout ça mon idée. Mais il se trouve que pour ces pays, il faut s'accrocher à quelqu'un. À qui s'accrocher?
géographiquement, historiquement, c'est à l'Allemagne, il n'y a pas d'autre solution. Et le résultat, c'est qu'il y a deux Europes véritablement. Il y a une Europe qui voudrait un autre type de relation, et puis une Europe pour qui il faut qu'il y ait un autre rideau de fer. Et voilà, et c'est cette division de l'Europe qui tient à un élargissement qui n'a pas été très bien conçu, qui tient à une méconnaissance de l'histoire très profonde. Ça aboutit au résultat qu'aujourd'hui, la Russie se trouve rejetée d'Europe avec des conséquences dramatiques, tout simplement parce que le pôle du monde, il n'est plus en Europe, nous sommes là, les marginaux, le pôle de l'Europe, il est en Asie. Alors, si nous voulons exister internationalement, il faut aussi que nous ayons des liens avec l'Asie. Les États-Unis, ils ont une façade asiatique. La Russie, elle est asiatique en partie, c'est l'Eurasie. Si nous restons comme ça, on va se retrouver en dehors de l'histoire. Je crois que c'est ce qui explique la réaction de notre président de la République, qui lui est un homme passionné d'histoire et qui a décidé qu'il fallait tout de même essayer de retenir la Russie. Si elle ne peut pas traiter normalement avec l'Europe, même si c'est inconfortable de traiter avec l'Asie, avec la Chine, il traitera. D'abord parce que l'Asie, c'est pas la Chine simplement, c'est tous les pays d'Asie, et la Russie, là aussi, d'autres types de relations. Donc si vous voulez, nous sommes aujourd'hui devant un nouveau type. L'Europe n'est pas une Europe unifiée, ce qui est déjà un peu compliqué. La question de la Russie se pose pour elle. Il ne s'agit pas d'intégrer la Russie, jamais, mais il s'agit de trouver un mode de relation normal. Et un mode de relation normal, ça sera une espèce de partenariat privilégié qui permettrait d'arrimer la Russie à l'Europe et qui nous réglerait bien des problèmes. Merci madame. Alors je sais qu'il y a beaucoup de questions et je sais en particulier que le lycée de Dieuze avait une question à poser, mais le temps est compté. Madame Carrère-Dancause va revenir sur Paris sur un planning qui est très très serré. Donc je vous propose qu'on la remercie tous collectivement et qu'on puisse poursuivre la table ronde. Alors je vous demande des grands applaudissements. Voilà, merci.